suis accompagnée de David Cornillo, qui est le responsable pédagogique et des programmes chez Les Décodeuses. On a également Marguerite Nury, qui est chargée des projets de partenariat. Arnaud Laurent, responsable mécénat chez Extia, et puis moi-même, chargée de projet RSE. Donc, vous allez le voir, l'idée de cet échange, c'est que ce soit un échange, que ce soit interactif. Donc, si vous avez des questions sur le fonctionnement de l'association Les Décodeuses, sur l'engagement d'Extia, sur le sujet de l'égalité des chances, ou aussi sur les manières de vous engager, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions. On prendra un plaisir de vous répondre. Et puis, pour commencer, moi, j'ai une question pour vous, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. D'après vous, quel est le pourcentage de femmes qui travaillent dans les métiers du numérique aujourd'hui? Vous avez peut-être bien lu l'introduction au Meetup, mais c'est bel et bien 27%. Donc ça, c'est le chiffre qui nous vient de l'INSEE. Donc les femmes représenteraient un peu moins de 3 personnes sur 10 dans notre secteur aujourd'hui. Donc c'est un chiffre qui parle de lui-même et qui reflète un peu, beaucoup le déséquilibre et les inégalités qu'on a aujourd'hui sur le secteur et sur les métiers du numérique. Et c'est précisément de ce constat que notre association avec les décodeuses prend tout son sens. Alors David et Marguerite, je vous laisse prendre la main peut-être pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet et plus profondément sur le fonctionnement de votre association. Oui, merci beaucoup Marie-Hélène pour cette introduction. Donc moi, je suis Marguerite Nury, je suis chargée de l'engagement des entreprises chez Décodeuse. Je vais vous présenter l'association. Donc la mission de Décodeuse, c'est de se dire que toutes les femmes, indépendamment de leur origine sociale, doivent pouvoir accéder aux métiers tech. Et c'est une association qui a été créée en 2018 par Swat Boutegravet, qui elle-même a fait une reconversion dans la tech et qui s'est rendue compte qu'il y avait peu de femmes dans ce secteur. Et du coup, elle a décidé de créer Décodeuse pour permettre à de plus en plus de femmes d'accéder à des métiers tech. Elle est partie d'un constat, c'est qu'il y a une précarité et des besoins de formation dans les QPV. Donc, j'ai mis quelques chiffres sur cette slide qui sont assez parlants. 26% des femmes qui résident en QPV sont en recherche d'emploi, contre à peu près 12% pour les femmes qui résident hors QPV. Donc, QPV, c'est quartier prioritaire de la ville. Et 61% des emplois peu qualifiés sont occupés par des femmes en France. Donc, c'est des sources de l'INSEE et de l'Observatoire national des politiques de la ville. Donc, ça, c'est un constat. Et d'autre part, dans le secteur de la tech, il y a besoin de mixité parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Comme le disait Marie-Hélène, 27% des emplois numériques sont occupés par les femmes. Donc, c'est un quart, c'est assez peu. Et quand on va parler d'intelligence artificielle, qui est quand même un sujet qui devient de plus en plus important, seulement 12% des chercheurs en IA sont des chercheuses, donc sont des femmes. Notre association, elle est implantée sur le territoire en Île-de-France, à Roubaix, à Marseille, et en 2026, on va ouvrir une antenne à Lyon, en 2027 à Bordeaux, donc on est en pleine phase d'essaimage et de croissance. Pour revenir sur les 3 piliers de notre action, on agit du coup sur les territoires que je vous ai présentés. D'abord, pour faire découvrir les métiers tech aux femmes. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser. Je reviendrai plus en détail dessus. Mais l'idée, c'est de sensibiliser des femmes pour qu'elles aient connaissance des opportunités qu'il y a dans ce secteur et qu'elles puissent se tourner vers des formations qui leur permettront plus tard de s'insérer professionnellement. Nous, on s'adresse à des femmes qui sont inscrites à France Travail, donc qui sont en recherche d'emploi. Et notre action, elle est 360 degrés, c'est-à-dire que non seulement on fait découvrir les métiers de la tech, mais on forme les femmes aux métiers de la tech, parce qu'au-delà d'être une association, on est un organisme de formation certifié Calliope. Et après ces formations, on bénéficie, nous, d'un grand réseau de partenariats entreprises. Et ça aide les femmes à se créer un réseau et on les accompagne vers un emploi stable et rémunérateur. Donc, ça passe d'abord par un stage et puis après, parfois un master, une alternance ou directement un CDD, un CDI en fonction de ce qui est proposé.
Donc, je vais revenir plus en détail sur chaque pilier pour vous donner des exemples concrets. Donc, faire découvrir les métiers de la tech aux femmes. Nos objectifs, c'est de démystifier les métiers de la tech et lutter contre l'autocensure. Il y a des femmes qui ont déjà pensé à travailler dans ce secteur, mais qui n'osent pas par manque de rôle modèle. Elles ne s'identifient pas aux personnes qu'elles peuvent voir qui travaillent dans la tech. Par exemple, notre exemple, que la Silicon Valley, on pense souvent à des hommes et peu à des femmes, pourtant il y en a. L'idée aussi, c'est de permettre aux femmes, au-delà de connaître les opportunités qui existent, de s'initier. Donc, on organise des initiations au code, des initiations à l'IA, à la cybersécurité. Et au-delà de ça, comme je le disais, le but, c'est d'identifier des profils à potentiel pour nos parcours de formation qu'on propose par la suite. Les formats, ça va être des journées découvertes des métiers de la tech. Donc, ça peut être directement au sein d'une entreprise, par exemple, et pour qu'elles puissent présenter ces métiers et que les femmes puissent être directement en contact avec des experts. Là, ça va être des ateliers d'initiation et ça va être aussi des bootcamps. Le format bootcamp, c'est à destination des jeunes. On a un bootcamp qui s'appelle Vibe IA et qui permet à des jeunes femmes de quartiers prioritaires de la ville de se former sur les fondamentaux pour pouvoir l'utiliser après dans leurs études, dans leur recherche d'emploi, parce que c'est un prérequis de plus en plus important pour les entreprises quand elles cherchent à embaucher. Et pour vous donner une idée de nos résultats en 2025, on a 647 femmes qui ont participé à un atelier des découvertes des métiers de la tech avec nous. Le deuxième pilier de notre action, je vais laisser David le présenter. On ne t'entend pas, David, tu as le micro coupé. Oui, le micro est coupé, David. Oups. Bon, avant de commencer ce qu'on fait sur les programmes de professionnalisation, je reviens juste sur le chiffre de 27%, qui est un chiffre vrai, mais qui concerne en fait toutes les fonctions dans les métiers de la tech, et donc notamment les fonctions support. Quand on est vraiment sur les métiers techniques, on peut être à 11 ou 15%. Donc, on est très, très loin, en fait, de la mixité. C'est pour ça qu'on accompagne, nous, dans les projets de reconversion professionnelle, des femmes éloignées de l'emploi et des quartiers populaires sur 2 familles de métiers. Donc, tout ce qui concerne la conception d'applications, aujourd'hui, évidemment, avec des développements assistés par IA, et tous les métiers, en fait, du système et réseau, avec un focus important sur la cybersécurité. Je ne sais pas si tu l'avais vu, David, mais ça répond exactement du coup à ta question, Barbara, donc qui te posait exactement cette question, si le chiffre des 27%, ça prenait en compte uniquement les métiers de tech pur ou également chef de projet, product manager, etc. Oui, et nous, on échange avec beaucoup d'entreprises du secteur, comme vous. Et c'est vrai, on est plutôt entre 11 et 15% selon en fait les contextes technologiques. Donc, on a ces 2 familles de métiers et notre objectif, évidemment, c'est la montée en compétences, donc technique. Et on travaille surtout en mode projet. On a une pédagogie par la pratique, par le faire, parce qu'on pense vraiment en fait que dans les projets de reconversion professionnelle, on doit aussi utiliser le background en fait de nos apprenantes, des compétences transversales et parfois des compétences métiers transversales, justement pour qu'on puisse avoir plus d'opportunités dans différents secteurs d'activité, pas simplement les secteurs d'activité des services numériques. On forme à peu près une centaine de femmes par an, donc selon les années, avec donc une formation intensive, ce qu'on appelle un bootcamp, et ensuite on a des poursuites de parcours qui sont différents selon le profil de chacune. Ça peut être en fait embrayé sur une nouvelle formation avec un partenaire dans le cadre d'un contrat en alternance. Ça peut être aussi un stage de 6 mois et qui débouche souvent ensuite sur un CDI. Ou alors, on trouve quelque chose qui est un mixte entre le stage et l'insertion professionnelle via un CDD ou un CDI de transition avec une première expérience sur des métiers qui sont un peu en dessous de celui sur lequel on a formé, mais qui permettent justement l'acculturation et de nouvelles opportunités ensuite en interne. Et du coup, si je change la slide... Voilà, donc on travaille aussi, au-delà en fait de la formation qui a pour objectif l'acquisition des compétences techniques, sur la détection d'opportunités. Donc, soit des offres de stage, soit
en fait des opportunités d'emploi en alternance. On travaille beaucoup l'aspect soft skills, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire connaître la culture du monde numérique, des métiers de l'informatique, et on essaye voilà, d'avoir des opportunités comme avec Extia ou d'autres, de créer en fait l'occasion de rencontres entre nos apprenantes et des techs, nos apprenantes et des organisations, soit c'est des ateliers qui sont animés au sein de nos salles de cours, soit en fait ce sont des déplacements avec des découvertes en fait de contexte d'entreprise. Et si je change, alors notre public cible, c'est vrai que on est dédié à la reconversion professionnelle. Donc, l'enjeu de la place des femmes dans le numérique, en fait, c'est un enjeu qui touche toutes les couches de la population. Donc, il y a un travail de sensibilisation à faire dès le scolaire, donc au collège puis au lycée, pour susciter des vocations. Et nous, on est plutôt dédié à des publics de professionnels qui ont une carrière, qui ont eu, on va dire, quelques détours dans leur carrière professionnelle, qui ont décidé de faire un break ou d'élever leurs enfants et donc qui se remettent dans un projet d'insertion professionnelle. Et c'est à ce moment donné que des femmes, comme le disait Marguerite, n'ont jamais pensé pouvoir tenir un métier dans la tech et qui se disent « mais pourquoi pas moi ?» Et c'est là que nous, on intervient. On intervient avec nos ateliers de découverte des métiers du numérique et on intervient en tant qu'OF pour les former sur certaines fonctions techniques. Et là, vous avez à peu près quelques témoignages de personnes qui ont eu des carrières avant de commencer ce projet de reconversion professionnelle. Donc voilà, depuis 2018, on a accompagné 2000 femmes donc dans nos différents programmes. On a permis en fait à beaucoup de pouvoir trouver un emploi. La vocation de Décodeuse, c'est aussi de permettre à ces femmes d'avoir un emploi et de s'épanouir. Il ne s'agit pas en fait de trouver des emplois bassement qualifiés où les personnes en fait n'ont pas l'occasion d'évoluer. C'est pour ça qu'on donne un bon socle technique au départ, mais qu'on essaie de trouver des contextes qui sont valorisants avec une possibilité de faire carrière. Et du coup, on travaille beaucoup sur les éléments de confiance en soi, de valorisation. On lutte beaucoup sur les clichés, hein, le syndrome de l'imposteur, le fait que les femmes ne peuvent pas tenir des métiers techniques. Nous, on s'aperçoit sur le terrain que les femmes sont très à l'aise dans les environnements techniques et notamment dans les environnements hardware. Donc, on va vraiment à l'encontre en fait, de toutes les représentations clichés pour démontrer à la fois aux entreprises qui ouvrent leurs portes que les femmes ont toute leur place et aux femmes, en fait, qu'elles peuvent aussi assurer un métier pour lesquels, en fait, elles ont un vrai talent. Et les portraits d'apprenantes. Donc, je vous laisse lire. Hein. On a une diversité de profils qui est vraiment importante. On accompagne entre 25 et 50 ans hein, des femmes dans ce projet de reconversion. Il n'y a pas d'âge, en fait, pour faire carrière dans les métiers de la tech, comme dans d'autres métiers d'ailleurs. Surtout qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus longtemps et on ne peut pas faire le même métier toute sa vie. Donc, il y a des opportunités à créer. Il y a des vocations à réactiver, des vocations qui ont été un peu mises en réserve, qui ont été un peu tues par tout un tas de clichés ou de contextes, on va dire, entravants. Il y a d'ailleurs Barbara qui nous partage son expérience, hein, où elle nous explique qu'elle a mis près de 10 ans pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur. Elle est DevOps pour sa part. Et donc, Barbara a été DevOps pendant 10 ans, et c'est au bout de 10 ans qu'elle s'est dit qu'elle était bien à sa place, c'est ça? Exact. C'est ce que j'en comprends, oui. Oui, c'est un vrai problème, hein, mais bon, c'est un problème de culture, hein, de société. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas forcément choisis par les femmes pour tout un tas de mauvaises raisons, mais c'est vrai qu'en informatique, 5 ans support et 5 ans DevOps. Oui. Mm. Ouais. Et de passer du support à DevOps, c'était un peu le challenge où le cap à passer, c'est ça.
Oui. Après, le support est quand même la base de tous les autres métiers. Si on n'a pas compris ce qu'était le support informatique, c'est difficile de se projeter dans d'autres métiers. Après, il y a des contextes de support qui sont valorisants et d'autres qui sont un peu plus durs. Les métiers de l'informatique, c'est pas forcément que des métiers à haut revenu, hein, comme vous le savez. Donc, nous, on essaye d'expliquer aux femmes qu'on accompagne qu'il y a des étapes. Bon. Mais c'est vrai que les étapes, quand on a 30 ans, on les fait moins facilement que quand on en a 18 ou 20. Il faut accepter en fait que les choses prennent un peu de temps. Ça vaut le coup. Il faut quand même avoir de premières expériences, donc les étapes sont nécessaires. Barbara, je suis très très heureux de vous lire, hein, et c'est vrai qu'on a beaucoup en fait d'apprenantes qui aujourd'hui sont vraiment à leur place. Elles sont à leur place. Elles nous le disent. Quand on a accompagné une personne il y a 3 ans et qui aujourd'hui se trouve dans un poste où elle s'épanouit, elle se dit ouais, ça valait le coup de recommencer en fait, de recommencer un parcours, de se former de nouveau et de croire en son projet. Alors, comment vous pouvez nous aider? Alors là, je redonne la main à Marguerite, qui est donc dédiée au partenariat. Comment on peut nous aider? Alors moi, principalement, si vous recrutez une de mes apprenantes, vous allez super nous aider. Mais je sais que ce n'est pas simple, hein, mais il y a différentes manières de nous aider. Oui, à travers le mécénat de compétences qui est en place chez Extia, vous pouvez dédier des heures, le tout encadré par une plateforme pour des associations. Donc, il y a plusieurs manières de nous aider. La première manière, c'est d'aider l'association en tant que telle. Chaque année, on met à jour nos supports de formation pour être sûr qu'on forme à des métiers qui sont en tension dans le secteur et qui recrutent, parce que les femmes elles prennent un engagement de tout arrêter, entre guillemets, pour être avec nous dans nos académies et être formées. Donc, c'est hyper important qu'elles soient employables à la suite de notre formation. Donc, chaque année, on les met à jour et on les met à jour avec notre réseau d'entreprises partenaires pour comprendre quelles compétences pourraient manquer, par exemple, et comment faire en sorte qu'elles puissent avoir des stages et qu'elles soient au fait des dernières technologies. Donc, le nombre d'heures, il est vraiment à titre indicatif, mais l'idéal, c'est qu'on puisse échanger sur 10 heures pour faire un travail de fond. Et les profils recherchés, donc les formations qu'on va faire en 2026, c'est administration système réseau et conception développement d'applications avec un fort focus sur l'IA. Donc, si vous avez des profils de ce type et que vous travaillez sur ces sujets-là, nous, on est ravis de pouvoir échanger. C'est un travail qui se fait en plusieurs séances. Donc, on peut imaginer, par exemple, 3 sessions de travail ensemble. Et c'est vraiment d'une grande aide pour l'association. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Vous pouvez retrouver en fait nos offres sur la plateforme qui s'appelle du coup Wenabi chez Extia. Donc ça, c'est à destination de l'association. Après, vous pouvez aussi faire du mécénat de compétences directement à destination de nos apprenantes, des codeuses. Donc nous, on n'accompagne que des femmes, mais je le précise, évidemment, les mentors peuvent être hommes et femmes, il n'y a aucun sujet. Quand on est mentor, l'idée, c'est d'aider les femmes à prendre confiance en elles. Le rythme, c'est à raison de 2 rendez-vous par mois et la modalité, c'est en ligne. Et les profils qu'on recherche, ça va être des consultants tech, des personnes qui travaillent dans le secteur. Donc, ça va rejoindre les thèmes que j'ai cités précédemment, mais plutôt administration de système réseau, donc cybersécurité et le code, donc développeurs, développeuses full stack, front-end, back-end. Je donne des exemples de titres de postes pour que vous puissiez un petit peu vous projeter. C'est hyper précis, mais évidemment, on est très ouvert. Mais l'idée, c'est que ce soit quelqu'un qui travaille dans la tech parce que ça leur permet aussi, elles, de discuter directement et sur le long terme avec des personnes qui sont déjà dans le milieu, parfois depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans.
et c'est précieux pour elles. Et le dernier axe sur lequel vous pouvez nous aider, alors ce n'est pas du mécénat de compétences, c'est un engagement qui est un petit peu plus long terme, c'est de recruter une apprenante décodeuse en stage pour lui permettre d'avoir une première expérience dans la tech. En fait, on accompagne des femmes qui, quand elles vont chercher un stage pour finaliser leur formation décodeuse, elles n'ont pas le profil classique sorti d'école d'ingénieur, et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises recherchent ça. Donc, les stages qu'elles proposent, c'est pour des stages de fin d'études. Or, nous, on agit plutôt comme un tremplin. On a des femmes qui ont déjà une expérience dans la tech, qui ont fait des études dans la tech, et puis après une longue pause, reviennent dans ce secteur-là. Donc, pour elles, ça va être peut-être plus facile de trouver des stages, mais on a des femmes pour qui nous, on agit en tremplin, c'est-à-dire qu'elles vont faire une formation pour avoir les bases avec nous, et après, elles vont faire un master en alternance. Et pour ces femmes-là, c'est vrai que c'est hyper important d'avoir une première expérience dans la tech, et toutes les entreprises ne peuvent pas prendre en charge ce type de stage. Donc, c'est vrai que c'est important pour nous que nos entreprises partenaires puissent s'engager sur ce sujet. La durée du stage, c'est 6 mois. Donc, voilà, les secteurs, ça reste les mêmes. C'est en lien avec nos formations, donc administration système et réseau et conception de développement. Merci Marguerite. Je préciserai justement qu'on fait évoluer aujourd'hui un peu nos programmes de formation parce que tout va très vite là dans le monde de la tech. Ça va plus vite que la musique, comme on dit. Donc, même je pense que les entreprises de services numériques aussi sont aussi en position d'observabilité quelque part de comment ça évolue. Donc, on essaye de faire évoluer nos formations pour coller à la réalité du marché de l'emploi. Mais on s'aperçoit en fait qu'il faut revenir sur des fondamentaux. Donc, c'est pour ça qu'on revient sur, on va dire, les couches basses. Au lieu de former sur des services managés en cybersécurité, on va revenir sur les fondamentaux de la gestion sécurisée des réseaux. Et concernant donc notre formation sur la conception d'applications, aujourd'hui, on est obligé d'associer le copilotage, la programmation assistée par intelligence artificielle. Et justement, pour expliquer qu'il ne s'agit pas de faire du copier-coller d'un code qu'on a obtenu avec une IA pour que les choses fonctionnent. Donc, on essaye en fait de développer les compétences algo et la compréhension en fait de la programmation. Donc, on en revient à ces fondamentaux parce qu'on sait que selon la stack, selon les contextes, avec ces fondamentaux, on peut assurer différentes missions qu'on est capable d'assimiler à un contexte technologique et donc de pouvoir de nouveau trouver sa place à partir de ces fondamentaux. Alors voilà, c'est un pari qu'on fait aujourd'hui. Peut-être que moi, je suis preneur de vos retours en tant que spécialiste de la tech pour qu'on puisse de nouveau faire évoluer nos syllabus. Donc, on est preneur en fait de votre réalité terrain. Nous, on a une réalité du terrain qui est celle, on va dire, de certaines PME, TPE qu'on connaît bien. Et on a la connaissance du terrain du public, des femmes, de leurs prérequis, des cursus qu'elles ont suivis. On a des personnes qui ont évidemment eu des licences en informatique, mais une licence en informatique, c'est très éloigné en fait d'une formation tech professionnelle. Justement, David, tu parlais d'IA juste là, et on a une question de Nathalie à ce sujet. Donc, il y a pas mal de débats autour du déploiement de l'intelligence artificielle. Et sa question, en fait, c'est de savoir si, selon vous, ça va être une opportunité pour les femmes afin de se faire une place dans le monde du numérique via l'intelligence artificielle, ou si il y a aussi des risques, des enjeux éthiques et d'égalité, où ça pourrait justement venir creuser encore une fois de plus un écart qui est déjà existant. Avant d'intégrer Décodeuse, moi, j'ai travaillé dans d'autres organismes de formation sous statut associatif et on a vu en fait que l'IA avait impacté les juniors, quelles que soient en fait les fonctions. Ce qu'on donnait avant à un junior, aujourd'hui, on donne à une IA. Donc, c'est l'IA qui fait à la place du junior. Et donc, évidemment, c'est un vrai problème pour ces jeunes qui essayent d'entrer dans l'emploi. Sur les fonctions support dans les environnements hardware, on a encore la chance de ne pas être remplacé par les robots. Ça va peut-être arriver, mais
on a encore cette chance-là. Et puis le support aussi est une fonction très relationnelle qui demande évidemment de pouvoir assister et accompagner les utilisateurs. Donc là, de nouveau, en fait, on est moins impacté. Après, en cybersécurité, nous, on l'a vu, hein, c'est pour ça qu'on oriente notre formation un peu différemment aujourd'hui. Quand on formait sur le SOC il y a encore 6 mois, aujourd'hui, le SOC, il y en a de moins en moins, ça a été centralisé. La plupart des applications sont voilà, dopées par des IA et donc il y a moins besoin d'être humain dans ce type de fonction. Tout peut être automatisé. Donc oui, je pense que l'IA va impacter les métiers de la tech en général, mais c'est toujours pareil, quand un contexte est impacté, ce sont toujours les femmes qui sont les plus impactées. Oui, donc ça vient renforcer les inégalités existantes. Oui, d'autant plus que si on parle de l'IA en général, on sait qu'elles ont des biais et que ces biais sont évidemment discriminants pour les femmes, parce que la plupart en fait des IA sont conçues aujourd'hui par des équipes d'hommes, quoi. Il y a très peu D'où l'enjeu également, voilà, d'avoir de la mixité au sein des équipes dans le numérique et dans l'IA également pour pouvoir pallier à ces biais existants. Tout à fait. Et aussi de la mixité dans les fonctions cyber, parce que les femmes ont un regard différent dans la gestion du risque, dans la compréhension de certaines situations. Très clair. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. On a la chance d'avoir Marguerite et David de l'association Les Décodeuses avec nous pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Arnaud, peut-être tu voulais repréciser un certain point, peut-être au niveau des manières de s'engager pour nos collaborateurs. Ouais, carrément. Du coup, moi, donc Arnaud, je m'occupe des mécénats chez Extia. Et mon rôle, justement, ça va être de vous donner les outils pour pouvoir vous engager et aller aider des décodeuses. Donc, j'ai vu qu'il y avait le lien, justement, pour accéder aux différentes missions et à la collection qui est dédiée spécifiquement à l'association. Nous, notre objectif, c'est de s'engager. Donc là, on a parlé pas mal de mécénat de compétences, mais c'est d'essayer d'avoir un cercle vertueux de mécénat et de s'engager sur du mécénat financier aussi. Et quand ce sera possible, si c'est possible, sur du mécénat en nature, avec du matériel, du don de matériel, pour avoir un engagement complet, sérieux et vraiment abouti. Voilà, on s'inscrit dans une roadmap en fait de solidarité qu'on a mis en place chez Extia et qui va toucher notamment l'égalité des genres et l'égalité des chances. Et donc, vous pourrez retrouver toutes les missions disponibles sur la plateforme Wenavi, qui est accessible via Bamos. Hein. Tout le monde peut se connecter à Bamos et accéder à Wenavi. Effectivement, tout à l'heure, Marguerite parlait de nombre d'heures. C'est comme disait Marguerite, hein, c'est un titre indicatif, mais on peut s'engager sur beaucoup, beaucoup plus. Il n'y a pas de problème. Et voilà, un petit peu pour ce qu'il en est de l'engagement du mécénat. Parfait. Merci beaucoup Arnaud. Je crois qu'on n'a pas eu d'autres questions. En tout cas, avec Arnaud, on reste disponible si vous voulez nous poser des questions. Ah! Donc j'ai une question de Joanne finalement. Donc Joanne, j'ai pas tout à fait compris ta question. Donc consultant tech en tant que mentor, peut-être aussi un ingénieur dans l'infra, par exemple réseau, ou est-ce seulement un développeur aujourd'hui? Je pense que David pourra répondre mieux que moi à cette question. En tout cas, moi, je l'interprète. Si on veut être mentor auprès d'une apprenante décodeuse, est-ce que c'est OK si on a un ingénieur dans l'infra? Oui, je pense que oui. Enfin, je vois David dire oui. Oui. En fait, le mentorat, c'est de l'accompagnement, c'est un travail sur la confiance en soi, c'est de l'acculturation.
mais on n'a pas forcément besoin d'être sur des fonctions similaires. Un dev peut accompagner une personne qui s'oriente sur l'admin système et réseau. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne s'agit pas de parler métier à 100%. Il s'agit de parler posture, il s'agit de parler découverte technologique, de développer la curiosité, de se mettre à jour en permanence. S'il y a similitude entre le métier préparé et le métier du mentor, c'est bien, mais ce n'est pas une obligation. Il ne faut pas en fait chercher absolument quelque chose de l'ordre du mimétisme. Je pense que c'est intéressant aussi l'altérité et que nous, on essaye de faire switcher en permanence nos développeuses et nos admins systèmes et réseaux parce qu'on est à un moment où la tech est en train d'hybrider tous les métiers. Donc, c'est pour ça qu'on est on est aujourd'hui sur on va dire, une tendance à être dans le DevOps d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'en fait, d'être dans la méthode, d'être dans le déploiement. Donc, voilà, pour moi, il n'y a vraiment pas de problème qu'il y ait une différence entre le métier du mentor et le métier préparé par l'apprenante. Super, merci pour ta réponse, David. Je pense que ça répond entièrement à la question de Joanne. Et si on n'a pas d'autres questions, vous remerciez tous pour votre participation. Merci aussi à David, Marguerite et Arnaud pour la présentation. Sachez qu'on a déjà pas mal de collaborateurs qui sont investis. L'idée, ce sera de vous proposer un prochain meet-up dans quelques mois pour aussi vous faire un peu un retour d'expérience de gens qui se sont engagés auprès de l'association avec des apprenantes, pourquoi pas, pour que vous ayez une vision, un retour vraiment terrain de comment on avance avec ce partenariat. Ça serait top en effet qu'on ait le témoignage d'une apprenante mentorée par un collaborateur d'Extia. Je pense que c'est une expérience humaine, le mentorat, vraiment. Je pense que ça enrichit les personnes qui se positionnent dessus. Après, il ne faut pas penser que c'est une responsabilité trop lourde non plus. Nous, on est là, on accompagne, on suit le mentorat, on fait des checkings réguliers, on est support. Les gens ne sont pas comme ça abandonnés dans cette mission. On est toujours présent et on accompagne.